Bonjour. Après avoir effondré le premier pilier de la religion d'État, toujours au pluriel bien entendu, venons-en au second. Les hauts commandements alliés auraient totalement ignoré les intentions d'Hitler. Aucun renseignement ne leur serait parvenu, ni concernant ce qu'il est convenu d'appeler le plan Manstein, qui devait prendre au piège les armées alliées en Belgique, ni la date ou l'heure de l'attaque. Or, tous les historiens savent depuis 1945 que tout ceci est faux, que les plus hauts responsables alliés connaissaient parfaitement tous les détails du plan allemand depuis le mois de février. C'est-à-dire quelques jours après qu'Hitler ait ordonné son application. De même, ils connaissaient la date et le jour de l'attaque le 31 avril, soit 10 jours avant qu'elle se produise. Nous sommes donc devant un second mensonge patent, un second pilier du conte de fées. Mais il y a mieux encore. Pour bien enfoncer le clou, certains historiens politiquement corrects et encensés des médias vont aller jusqu'à prétendre que ces renseignements n'auraient jamais existé. Voici ce qu'écrit un expert belge mondialement reconnu à la page 55 de son livre 1940, Plein feu sur un désastre. En inventant de toutes pièces ce message déterminant en provenance d'un des principaux informateurs des Alliés, Rudolf Rössler et son réseau Viking, les dirigeants des services de renseignement français auraient donc voulu se dédouaner en faisant porter le chapeau aux politiques. Et bien sûr, si l'on considère les brillants titres universitaires de cet expert, docteur en sciences politiques et diplomatiques, licencié en sciences économiques et financières, directeur du Centre de recherche et d'études historiques de la Seconde Guerre mondiale, secrétaire général du Comité international d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, vice-président du Comité national belge des sciences historiques. On ne peut qu'être très impressionné par une telle affirmation. Or, cet illustre spécialiste faisant autorité en matière de renseignement ment de manière éhontée. En effet, vous allez pouvoir prendre connaissance pendant toute la durée de ce film sur cet écran derrière moi d'une grande partie de ces renseignements. Vous verrez que la liste est impressionnante. Elle tient sur 17 pages dans le premier tome de la série de 7 ouvrages que j'ai consacré uniquement à la trahison militaire et aux mensonges en charge de la couvrir. Vous constaterez qu'il est impossible que les Alliés n'en aient pas tenu compte. Le premier de ces informateurs, totalement oublié, des historiens friands de palmes académiques, le plus efficace, était ce fameux Rudolf Rössler et son réseau Viking qui, selon notre expert, n'aurait jamais informé de la date de l'attaque allemande. Or, il se trouve que je connais particulièrement bien cette affaire, puisque dès les premiers jours de mon enquête, il y a une dizaine d'années, cette information m'a choqué. J'ai donc voulu immédiatement en savoir plus sur son authenticité et j'ai pris contact avec M. Pierrakos, le journaliste d'investigation qui a découvert Rössler et son réseau. J'ai interviewé pendant plusieurs heures dans le cadre d'un documentaire que j'ai consacré au réseau Viking et que nous produirons aussitôt que possible. Je voulais savoir qui était vraiment cet informateur et dans quelles circonstances celui qui est devenu très vite mon ami avait pu enquêter. J'avais lu son ouvrage « La guerre a été gagnée en Suisse » qui retrace le parcours de Rössler et de ses liens avec les services de renseignement suisses. Best-seller publié en 1965 par les éditions Plomb, traduit en plusieurs langues et auquel Hollywood s'était intéressé pour en faire un film tant le sujet était brûlant. Pourtant, ce que m'a révélé Pierrakos l'était encore plus. Voyons donc toute l'affaire depuis le début. D'abord, qui était Rössler ? Un officier allemand, protestant et humaniste,
qui, pendant la Première Guerre, se lie avec d'autres officiers de son âge, partageant ses idées et fervent partisan de cette Europe républicaine, née en 1926, dont nous commençons à comprendre qu'elle était au centre des préoccupations de tous dans ces années d'entre-deux-guerres. Pour fuir la montée du nazisme, Rössler et sa femme quittent l'Allemagne pour s'installer en Suisse, à Lucerne, où le couple ouvre une maison d'édition, la Vita Nova Verlag. Ses amis allemands sont restés dans l'armée et peu à peu sont montés en grade, jusqu'à intégrer le haut état-major de la Wehrmacht. Les voici donc au plus près d'Hitler. Ils font partie de la dizaine d'officiers immédiatement informés de la moindre de ses décisions. Ce sont eux qui informeront Rössler, soit par courrier codé, soit par téléphone, selon l'urgence, et à chaque fois qu'Hitler prendra la décision d'attaquer la Tchécoslovaquie, puis la Pologne, et enfin la France et ses alliés. Ce sont eux qui communiqueront pratiquement en temps réel à leur ami Rössler tous les détails du plan Manstein dès le mois de février 1940, la date de l'attaque, etc. De son côté, Rössler transmettait ces informations au chef des services de renseignement suisse, le colonel Masson, qui lui-même les transmettait immédiatement à tous les services de renseignement alliés, c'est-à-dire français, britanniques, belges, hollandais, norvégiens, etc. Tous les gouvernements européens étaient donc informés des projets les plus secrets d'Hitler. Et l'on comprend mieux pourquoi j'affirme que le secret de famille ne concernait pas que la France. Venons-en maintenant à la partie la plus inédite des confidences de M. Pierre Akos, avec lequel j'ai eu par la suite de très nombreuses discussions sur le sujet. C'est au cours de l'une d'elles, alors qu'il était parfaitement averti du sens que prenait mon enquête, qu'il m'a révélé dans quelles circonstances il avait pu enquêter en Suisse. Donc interviewé non pas Rössler, malheureusement décédé quelques années auparavant, mais le colonel Masson, les autres officiers des services de renseignement suisses, ainsi que sa femme Olga. Au cours de cette enquête d'1 an, il a pris tous les détails concernant ce réseau viking et en particulier les noms de tous les officiers français rattachés au consulat de France, qui transmettaient ces renseignements à leur service et même, comme le commandant Gaston Pourchaud, se déplaçait souvent jusqu'à Paris pour remettre en personne les informations les plus importantes, comme la date de l'attaque, à la fois au général Gamelin, à Daladier et au président Reynaud. Il est donc clair et incontestable que personne au plus haut niveau de responsabilité du haut commandement allié et des responsables politiques n'a jamais ignoré les intentions d'Hitler, et ceci largement dans les temps. Ainsi, allez imaginer, comme le font les grands prêtres de la religion d'État, que connaissant le plan Manstein dans tous ses détails, ceci ait pu tolérer que Gamelin n'en tienne aucun compte, relève de la plus excentrique loufoquerie. En réalité, tout le monde savait. Et vous comprendrez bien sûr l'extraordinaire tension qui a régné parmi ces hauts responsables civils et militaires après la guerre. Qu'un tel secret est lourd à porter. Ce qui nous amène aux circonstances par lesquelles M. Pierre Akos, en ce temps grand reporter à l'Express, a été amené à enquêter sur le réseau viking. Car ce n'est pas par hasard que mon ami a eu vent de la source de renseignement restée la plus secrète après la guerre. En réalité, le tuyau lui a été offert par un officier de très haut rang des services secrets français, le commandant Henri Trottmann, ancien directeur du service action du SDEC, en d'autres termes, des services secrets français. C'est cet officier qui occupait dans les années 1960 le poste d'agent de liaison entre le service action et les services du Premier ministre à Matignon, qui a couvert l'enquête menée par M. Akos et l'a protégé de tout désagrément de la part de certains qui auraient pu vouloir le faire taire. Or, qui était au pouvoir dans les années 1960 ?
un certain Charles de Gaulle, républicain s'il en fut, et principal opposant à Pétain et à la clique de putschistes qui avaient abattu la République et trahi la France. Et l'on comprend mieux maintenant son silence pendant toutes ces années. Il avait trouvé le moyen de la révéler en utilisant les talents d'un journaliste de très haute réputation qui avait sauté sur Dien Bien Phu, couvert en Amérique pour Paris Match à l'époque, l'enquête sur l'assassinat de Kennedy, et dont les convictions républicaines ne faisaient aucun doute. Et nous savons que dans le contexte de la guerre froide qui succéda à la Seconde Guerre mondiale, pris entre les influences de Moscou et de Washington, le président de Gaulle ne pouvait pas révéler le secret de famille, préférant rappeler à qui voulait l'entendre que la France a plus besoin d'espoir que de vérité. Mais agissons par l'entremise de ses services secrets pour la faire connaître. Le second grand informateur qu'il a fallu évincer de l'histoire, parce qu'il a apporté exactement les mêmes informations que Rössler et exactement dans les mêmes délais, était Paul Tummel, alias agent A54. Nazi de la vieille garde du Führer, titulaire de l'insigne d'or du parti nazi. Il est directement attaché à la direction du district de Saxe à Dresde. En 1934, il est nommé dirigeant des services de renseignement de l'armée, donc au cœur du système. C'est à ce poste qu'il va commencer à renseigner les services alliés à partir de février 1936. Puis, après l'invasion de la Tchécoslovaquie, il dirigera la centrale de l'Abwehr à Prague. C'est donc à partir de ces postes clés qu'il avertira le 11 mars 1939 de l'attaque allemande sur la Tchécoslovaquie, donc de la rupture des accords de Munich, puis le 16 mars 1940, il avertit les Français et les Britanniques de tous les détails du plan Manstein, donc à peu près dans les mêmes délais que Rössler. Enfin, le 1er mai, donc le même jour que Rössler, il donne les dates de l'attaque. Nous avons donc bel et bien deux informateurs dont la qualité des renseignements a pu être vérifiée depuis des années. En 1939, tous les services de renseignement alliés les connaissent et savent qu'ils sont de tout premier plan et parfaitement sûrs. Or, très curieusement, aucun membre des services secrets, dans les différents ouvrages qu'ils ont rédigés après la guerre, ne parle de ces deux agents exceptionnels. Certains historiens évoquent parfois les renseignements apportés par Rössler, mais uniquement parce que le colonel Gaucher, patron du deuxième bureau du général Gamelin, a écrit dans ses souvenirs qu'il avait transmis le jour et l'heure de l'attaque. Alors on l'évoque très brièvement, mais en récitant gentiment la leçon consciencieusement apprise, personne n'aurait écouté les services de renseignement. D'autres historiens, comme nous avons pu le constater, vont même nier l'intérêt de ces avertissements, et à la limite, on pourrait comprendre s'il n'y avait eu que Rössler. Sauf que le livre traitant de Paul Tummel a été écrit en 1966, un an après celui de M. Alkos. Et celui-là, parce que le colonel Gaucher n'a pas fait l'erreur d'en parler, personne, ni membre des services de renseignement, ni aucun historien ne va jamais en parler. Et il en va exactement de même pour deux autres informateurs moins connus, évoqués par deux autres historiens dans les années 1960, le commandant Munier, des services de renseignement français, stationné à Budapest, qui informe le 2 mai de la date de l'attaque, et l'agent britannique Satter, qui confirme la même date à ses services, le 7 mai. Vous avez derrière moi les photos des historiens qui ont révélé l'existence de ces réseaux et de ces informations. Or, aucun historien dans le monde entier, à part eux, n'a jamais évoqué Tummel, Satter et le commandant Munier. Alors, comment expliquer cette omerta? Les historiens seraient-ils subitement devenus aveugles? Seraient-ils tous incapables? Car on peut dire qu'il s'agit d'auteurs inconnus. Par exemple, Pierre Alkos cumule les prix pour ses travaux,
Prix de la Résistance, prix Raymond Poincaré, prix Littré, ce sont tous des prix prestigieux et ces ouvrages sont très connus du grand public. En réalité, et en conclusion, les exemples de cette désinformation systématique abondent. J'ai consacré des centaines de pages dans mes différents ouvrages sur la trahison militaire, car c'est un point d'histoire tout à fait essentiel qui a été volontairement occulté par les historiens du monde entier. Et ça ne peut en aucun cas être un hasard. En réalité, voyons les choses telles qu'elles sont. Ce second pilier du temple est indispensable lorsqu'on veut faire admettre l'étrange des faits alliés. Une désinformation orchestrée par l'État français, par l'entremise des universitaires et des historiens militaires dûment mandatés pour maintenir le secret de famille. Et il n'y a aucune autre possibilité, même si personne n'ose le dire. Et d'ailleurs, pour en être tout à fait certain, il vous reste la possibilité de prendre connaissance des centaines de preuves que j'amène en ce sens dans mes ouvrages. Car beaucoup d'autres agents furent ainsi totalement évincés du conte de fées officiel. Des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'agents et leurs renseignements furent tout simplement balayés de l'histoire, car tout cela empêchait de croire au conte de fées officiel. En effet, comment imaginer une seconde que tous les services secrets alliés, donc leurs états-majors et gouvernements, aient accepté que le généralissime en charge de la bataille ne tienne aucun compte de ces informations? C'est absurde. En réalité, vous découvrirez tout au long de cette enquête que le général Gamelin en a tenu compte et qu'il a bel et bien changé ses plans en fonction de ses renseignements. Donc à bientôt, peut-être, si les grands censeurs nous laissent parler.